Une bonne raison de se battre, par Quentin Clément. Partie 9. Le long mètre passait au-dessus de l'Italie, escorté par quelques centaines de chasseurs carrés et droits. Ils avançaient vers les 3 scorpions accompagnés de 200 chasseurs crabes chargés de les empêcher d'approcher d'Alexandrie. Les crabes étaient de petits chasseurs, un cockpit rond pouvant accueillir 2 pilotes rattachés à 2 bras longs d'une dizaine de mètres, articulés en 2 points, au bout desquels des pinces massives et puissantes pouvaient transporter du matériel sur les chantiers militaires, mais étaient aussi pourvus de canons mitrailleurs. « Feu !» ordonna Nolan. Alors des dizaines de roquettes partirent du courage pour aller s'écraser dans les rangs adverses, alors que les tirs de mitrailleuses de la chasse de trappe provoquaient des explosions sur l'ennemi qui avançait en répliquant. « Gouverneur, l'un des 3 scorpions nous prend pour cible, ils chargent leurs canons laser. Préparez-vous au choc !» Alors que les 2 troupes avançaient l'une vers l'autre dans des nuages de fumée, 3 faisceaux lumineux apparurent soudainement, transperçant le courage de part en part, le secouant violemment tandis que de nombreuses alarmes retentirent. « Évacuez les blocs touchés, scellez les postes imminents. Bien, gouverneur !» Dans le maître, l'agitation régnait. Si le poste de commandement avait été épargné, ce n'était pas le cas de tous les blocs qui avaient subi de nombreuses explosions. Des ingénieurs et autres mécaniciens travaillaient à sceller les entrées et sorties des différents points touchés, tandis que les gradés les faisaient évacuer. On courait, on hurlait, on espérait que le prochain tir n'aurait pas notre peau. « Gouverneur, cible en vue !» Entre les nuages de fumée qui se dissipaient apparurent les 3 scorpions. Tous les canons, feu à volonté, concentrez vos tirs sur les scorpions, chasse d'escorte, occupez-vous des crabes. Une puissante salve de tirs fit à nouveau trembler le courage alors que devant lui se mélangeaient les 2 chasses dans une mêlée apocalyptique de fumée, de tirs de roquettes et d'explosions. Les torpilles du maître atteignirent leur cible. L'un des scorpions touché au cockpit central explosa purement et simplement, laissant ses bras tomber vers le sol de Tra. Un autre eut sa queue arrachée, provoquant une réaction en chaîne faisant sauter chacune de ses pièces l'une après l'autre jusqu'à le faire totalement disparaître du ciel. Le 3e fut épargné et répliqua avec un tir de laser mortel. C'est l'arrière du courage qui fut touché cette fois, juste avant qu'un nouveau tir de torpille envoie le scorpion rejoindre ses 2 compères. La chasse ennemie battit en retraite, subissant encore de nombreux tirs de poursuite avant d'être laissés et que les chasseurs de trappe prennent leur position d'escorte. « Situation ?» demanda le gouverneur. « Système de propulsion à 60%, 8 trous dans la coque, détruite à 38%, 15 blocs ont été évacués, tout système de combat opérationnel. On s'en sort bien, on va à Alexandrie maintenant. » Une nouvelle image holographique apparut, un Sovat arborant de nombreuses médailles. Gornard, de la défense centra-américaine, nous subissons de lourdes pertes, l'ennemi a mis pied au sol et assiège notre base principale. Nolan lança un rapide coup d'œil sur la carte de Tra. De nombreux transporteurs de troupes s'étaient déjà posés partout sur la surface de la planète et la bataille se faisait à présent très proche du sol. L'Allemagne réussissait toujours à maintenir une bonne distance entre ses points stratégiques et l'ennemi qui commençait à reculer. « Amiral Tacnar de la défense allemande » appela Nolan. « Envoyez immédiatement 5 bataillons de chars béliers en Amérique centrale aux coordonnées que vous fournira Gornard. Bien, gouverneur !» Et les communications disparurent alors que le triangle noir apparaissait devant le maître, accompagné d'une dizaine de scorpions et de plusieurs centaines de chasseurs, aux prises avec autant de raptors et de guerroyeurs de Tra, soutenus par de nombreux chars au sol. Todar était un pilote de Raptor de l'armée de Tra. Sovat, il avait reçu une éducation guerrière le poussant sur la voie militaire. C'était tout naturellement qu'il s'était engagé dans l'armée pour la gloire et l'honneur de l'Empire. Imaginez son regret lorsqu'après des années de formation et d'entraînement au combat, il avait été affecté à une unité de défense de Tra. Depuis 15 ans maintenant, il voyait des pilotes plus jeunes que lui partir pour les systèmes libres et conquérir des planètes entières. Depuis son engagement, il n'avait pas participé à la moindre mission de combat. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Il allait enfin pouvoir montrer au monde ses facultés de pilote. Lorsqu'il monta dans son Raptor et prit son envol vers la flotte ennemie, peut-être sur le point de mourir, il ressentit une grande fierté. Le moment qu'il attendait depuis 15 ans venait d'arriver. Si le Sovat avait pu pleurer, il aurait eu les larmes aux yeux. Le courage fit feu sur le triangle. Des dizaines de torpilles s'élancèrent dans un boucan assourdissant, passant entre les vaisseaux de la chasse, juste à côté de celui de Todar, laissant derrière elles des traînées de fumée.
Elles croisèrent des bombes guidées lancées par l'ennemi et les projectiles des 2 titans s'écrasèrent sur leur cible, entraînant de puissantes déflagrations sur le triangle et sur le maître. Les torpilles des chasseurs s'élancèrent d'une armée à l'autre alors que les 2 armées convergèrent vers une mêlée aérienne. Les scorpions usèrent de leurs lasers qui massacraient tous les raptors sur leur passage, faisant du ciel d'Alexandrie un impressionnant champ de bataille aux explosions hurlantes et aux preuves de bravoure. Les guerroyeurs sovates répliquèrent, prenant les scorpions pour cible. Plusieurs explosèrent sur place et les 2 armées se mélangèrent alors que le triangle et le maître faisaient feu à nouveau. Todar n'avait pas peur, ses amis mouraient autour de lui, des appels de détresse hurlaient dans son cockpit, des impacts de tir secouaient son raptor, mais il ne ressentait absolument rien, juste cette intense concentration, ce contrôle total de chacun de ses mouvements et de ceux de son vaisseau. Ces tirs de mitrailleuses faisaient mouche, entraînant la destruction sur leur passage mortel. Déjà plus d'une dizaine de Darniens étaient morts sur son sillage. Ici Guerroyer Danger, se présenta une voix sereine de Sovat. Le Scorpion 7 est hors de notre portée, impossible de s'approcher plus. Escadron Epsilon, occupez-vous de lui. Epsilon Alpha, bien reçu, répondit Todar. Mes frères, il est temps d'aller montrer à ces lézards ce qu'on fait de leur vaisseau de cirque. Les membres de l'escadron Epsilon se regroupèrent et percèrent la mêlée en direction du Scorpion 7. Celui-ci fit feu de ses torpilles, tandis que son rayon laser finissait son chargement. Ses projectiles s'écrasèrent sur les frères d'armes de Todar, et plusieurs des soldats qu'il menait moururent dans de puissantes explosions. Pourtant leur charge ne cessa pas. Ils étaient des guerriers sovates, ils vivaient pour la gloire et mouraient pour elle. C'était à leur honneur et à celui de leurs ancêtres qu'il fallait rendre aujourd'hui hommage, en faisant cadeau de leur vie à l'Empire, la plus belle des morts. Le tir de laser les rata, mais entraîna de nombreuses pertes dans la mêlée. Ils firent feu, une dizaine de roquettes accompagnées de rafales de mitrailleuses vers heurter le puissant vaisseau de guerre darnien. Les raptors arrivés à courte distance se mirent à tournoyer autour du Scorpion, faisant feu de toutes leurs armes, mais la coque de l'ennemi était épaisse et d'un alliage spécialement créé par les cerveaux darniens. Todar esquivait les tirs de torpilles du Scorpion et tentait de faire feu à son tour, mais la puissante machine de guerre frappait encore et encore sans faire de pause et le pilote était trop occupé à faire des vrilles et des virages rapides pour tenter un tir. Un à un, les pilotes de l'escadron Epsilon mouraient dans de grandes explosions faisant trembler le ciel déjà à feu et à sang. La bataille faisait rage entre le Scorpion et la petite dizaine de chasseurs gravitant autour de lui. Une bataille prouvant que le nombre ne faisait pas la force face à la puissance des machines de guerre aériennes de la République. Soudain, une violente explosion frappa l'un des bras du Scorpion. Au sol, un char Sovat venait de le prendre pour cible. La partie touchée s'arracha violemment et tomba en direction du sol. Le Scorpion répliqua d'un tir de laser magistral auquel le char ne survit pas. Une alarme retentit dans le Raptor de Todar. 2 escadrilles darniennes venaient de faire feu sur Epsilon, prêtant main forte au Scorpion. Le Sovat esquiva un tir de roquette de justesse, mais fut pris par une rafale de lourd calibre de mitrailleuses. La coque de son vaisseau était trouée, une ligne d'impact avait presque éventré le Raptor dont les alarmes hurlaient à présent alors qu'il tombait dans une vrille infernale. Dans l'ultime réflexe, le pilote braqua et élança son vaisseau en perte d'altitude sur l'ennemi. Tout tournait, le sol, le ciel. Le pilotage était devenu impossible dans cette roue mortelle. Pourtant, tenant fermement ses manettes, Todar réussit à se diriger sur le Scorpion et à le heurter de plein fouet, s'écrasant sur le canon laser, provoquant une première explosion qui se propagea à tout le puissant vaisseau darnien. Il ne survécut pas. Un sacrifice. Il aurait pu s'éjecter et sauver sa vie, mais il l'avait perdu contre la destruction de sa cible. C'était ainsi que mourait Sovat. Juste avant de toucher sa cible, il avait éprouvé la plus grande des fiertés. Depuis son enfance, il rêvait de cet instant, ce moment béni où il pourrait donner sa vie pour l'Empire et devenir un héros, ce moment trop souvent repoussé depuis tant d'années. Aujourd'hui, il recevait ce pourquoi il avait toujours prié. Mais la bataille était encore loin d'être gagnée. À bord du Courage, des alarmes hurlaient, accompagnées de lumières rouges clignotantes et de secousses violentes et permanentes. Sur la carte holographique, on pouvait voir que de nombreux pays étaient tombés aux mains de l'ennemi, sur tous les continents, alors que la flotte de Tra avait été écrasée et que la bataille se déroulait à présent au sol, où les tenaces Sovat menaient une résistance farouche. « Gouverneur, nous ne pouvons pas rester ici !» fit remarquer un tacticien du maître. « Le Courage doit aller soutenir le reste de nos forces !»« Si nous partons en laissant le triangle ici, il va conquérir des pays plus vite que nous en libérerons !» répondit Nolan. « Mais notre puissance de feu l'esquinte à peine. » Le gouverneur hésita un instant. « Chargez les torpilles foreuses et préparez-vous à l'abordage. Une fois nos troupes à l'intérieur, nous remonterons vers l'Europe. »« Bien, gouverneur !» Victor Saunders, lance incendie à la main,
tentait avec d'autres soldats de Thra d'éteindre un feu qui s'était déclenché après un tir de roquette, lorsque la voix de Nolan hurla dans les haut-parleurs du vaisseau. « Ordre à toutes les unités à pied du courage, rendez-vous immédiatement au hangar d'infanterie !» Les autres lâchèrent leurs lances et se lancèrent dans les couloirs. Un Sovat gradé vint arracher celle que Victor tenait et lui ordonna crête dressée de suivre les autres. Sanders s'exécuta et les suivit jusqu'à un immense hangar où quelques 1000 soldats s'armaient et s'équipaient de jetpacks devant une ouverture d'une 50aine de mètres de long donnant sur le ciel et la bataille qui y faisait rage. Un bruit assourdissant s'éleva du sol, comme celui d'une gigantesque perceuse, et, pour cause, il s'agissait de la mise en marche des têtes des torpilles foreuses, pointues et striées, tournant pour trouer la coque des vaisseaux ennemis. Ces armes singulières furent lancées sur le triangle. Lorsqu'elles heurtèrent leur cible, elles n'explosèrent pas, mais endommagèrent sérieusement l'alliage du vaisseau, y creusant des trous béants de 4 mètres de diamètre. Une fois équipés, les soldats s'élancèrent un à un dans le vide, activant leurs projections dorsales et s'envolant vers le titanesque triangle. Victor avala encore quelques comprimés de mirage et se jeta dans le vide à son tour. Il sentit une puissante pression lorsque le jetpack s'activa. Il avait du mal à contrôler la puissance et la vitesse de cette machine, survolant le champ de bataille à près de 20 000 mètres d'altitude, slalomant entre les chasseurs Sovat et Darniens, les tirs de mitrailleuses et de roquettes, bousculés par le vent et le souffle des explosions. Il lui fallut une dizaine de secondes pour arriver près du triangle. Il réussit à ralentir son moteur, repéra une brèche creusée par une torpille foreuse et s'y introduisit. Plusieurs soldats s'y étaient déjà engouffrés, luttant à l'intérieur du vaisseau contre la pression qui les soufflait dehors, maintenus par des semelles de bottes et des gants magnétiques grâce auxquels ils se collaient au mur. Sanders heurta violemment le mur du fond de la petite salle. Le choc le sonna légèrement. Aussi ne réussit-il pas à s'accrocher assez fermement et un soldat le rattrapa avant qu'il ne soit happé vers l'extérieur. Il resta ainsi accroché tandis qu'un autre sortit une petite grenade et la dégoupilla avant de la jeter en l'air. En une seconde, le petit objet s'était gonflé pour devenir une balle gigantesque qui fut aspirée vers la brèche, s'y coinça et boucha le trou. La pression revint à la normale et les soldats purent désactiver leur matériel magnétique pour à nouveau se déplacer normalement. Ils étaient 15 en comptant Sanders, portant tous une armure complète de l'armée de Thra. À en juger par la carrure, l'épaisseur des plaques de protection et la puissance des calibres, Victor imaginait qu'ils étaient 9 humains pour 5 Sovat et un Grogleg. Il se rappela celui qui servait de videur au bar des Sillonneurs. C'était une bonne chose d'avoir ce genre de colosse sous la main au combat. Très bien, souffla l'un des Sovat, alors que tout revenait au calme et que l'un des humains s'approchait d'une porte et s'attaquait à sa serrure avec un chalumeau intégré à son avant-bras. Notre mission va être de prendre la direction du pont central. L'ennemi va tout faire pour nous en empêcher, alors attendez-vous à une forte résistance. Mais pendant qu'ils nous tiendront loin de leur nid, nos experts en démolition poseront leurs charges. Une fois que tout sera prêt, on évacue et on fait tout péter. Sarah, la porte s'ouvre. Bientôt, répondit la voix féminine de celui qui faisait fondre la serrure. L'un des humains était une humaine. C'est bon. Un déclic et la porte s'ouvrit. À peine vit-on une ouverture qu'un choc de l'autre côté de la porte l'envoya frapper le visage de la femme qui recula en arrière avant qu'une créature humanoïde à la peau noire fasse irruption dans la pièce et tire une balle dans la tête de Sarah qui s'écroula au sol, la moitié du crâne arraché, du sang propulsé sur ses compagnons d'armes. Immédiatement, un tir groupé de toute l'unité eut raison de l'intrus et une pluie de balles s'abattit sur la petite salle et les soldats de Thra. Plusieurs humains tombèrent dans cette première embuscade et les autres se mirent à couvert de part et d'autre de la porte. Une grenade tomba juste au milieu de la pièce, lancée par l'ennemi. L'un des Sovat se jeta dessus, immédiatement criblé de balles. Son corps secoué par les tirs ennemis, il se saisit de l'explosif et le relança sur leurs adversaires. Une explosion retentit immédiatement et les tirs cessèrent. Le Sovat était mort. Victor ne connaissait ni son nom ni son histoire. Personne ne le connaîtrait jamais. Pourtant, il était mort en héros. Un héros sans gloire, une légende qui ne serait jamais comptée. Juste un soldat parmi des milliards, mort comme des millions. Sanders observa le corps du Zantianite. Il était de la race des Banoars, le premier que Victor voyait, venu de la lointaine Zantia, où le contrebandier n'avait jamais mis les pieds. Grands, noirs et élancés, ces habitants de la planète Banoa étaient totalement imberbes. Leur bouche, placée au centre de leur front, était petite et anguleuse comme des dents de scie, surplombant un seul œil gros comme un poing et à l'iris vert. Sur leurs joues poussait une sorte de barbe rigide aux poils larges et plats, ressemblant à des ongles crochus recouvrant les côtés de leur visage, tandis que des pointes rouges poussaient sur tout leur cou. Dans la petite salle, les corps de 2 Sovat et de 4 humains gisaient inertes, première victime traienne de l'abordage. « On doit arriver au pont central », rappela l'un des Sovat toujours debout. « En avant !»
et la petite dizaine de défenseurs de Thra se mirent en route, avançant au pas de course dans des couloirs sombres, marquant une brève halte à chaque tournant, à chaque coin, à chaque intersection. « Nous sommes à 700 mètres de la cible », signala l'un des humains qui observait une carte holographique du vaisseau projetée par son avant-bras. Victor ne comprenait pas comment il pouvait avoir ce plan. Il imagina qu'un scan préalable avait dû avoir lieu. « Nous devons prendre à gauche à la prochaine intersection. On devra traverser une sorte de dortoir et on arrivera au couloir central. » Le groupe arriva à une porte. « Sanders, Vraz, voyez ça !» ordonna le Sovat qui avait pris le commandement. Victor se plaça d'un côté de la porte, un autre humain de l'autre côté. Lentement, le contrebandier la poussa, observant minutieusement et prudemment le dortoir. C'était une pièce assez grande, divisée en une dizaine de quartiers séparés par des cloisons contenant chacune autant de couchettes et des armoires métalliques contenant des râteliers vides. Le contrebandier ne voyait personne. Il sentait son cœur battre dans ses tempes alors qu'il continuait d'agrandir doucement l'ouverture. L'entrée finit par être totalement dégagée et on ne voyait toujours personne. « C'est clean », affirma Victor. « Bien, on entre. » La troupe avança dans la pièce, doucement, pas à pas, chacun allant d'un endroit sécurisé à un autre avant de faire signe à ses équipiers d'avancer à leur tour. Des bruits de tir se firent entendre de l'autre côté du mur du fond. Une fusillade venait de s'engager entre les Antianites et les Traiens. « Allez, les gars, on avance !» ordonna le Sovat. Tous les membres du groupe sortirent de leur cachette pour s'élancer vers la sortie, mais à peine furent-ils tous à découvert que des bas noirs sortirent des armoires et firent feu sur la troupe totalement surprise. Un échange de tirs aussi bref que meurtrier eut lieu. Encore la moitié du groupe tomba. D'un réflexe fulgurant, Victor lâcha une rafale sur celui qu'il avait pris pour cible et le mit au sol. Il sentit une vive douleur au flanc droit alors qu'un projectile ennemi venait de traverser sa chair. Il tomba à terre sur le côté et roula sur son dos afin de répliquer. Il rata sa cible qui se jeta sur le côté et il rampa vers une planque en continuant de faire feu. Les quelques rescapés de son unité improvisée se battaient avec la rage des lions, cachés derrière des séparations des couchettes, faisant feu sur l'ennemi qui les encerclait. Victor, sur le dos, poussait sur ses jambes pour reculer vers ses compagnons, tirant sans s'arrêter sur ses adversaires, les touchant parfois, les forçant à se mettre à couvert la plupart du temps, sentant son sang s'écouler sous son armure là où il avait reçu une balle. Il finit par atteindre le reste de sa petite unité, caché derrière une séparation entre deux couchettes. L'un des Sovats l'agrippa par l'aisselle et le tira d'un coup sec pour le remettre à couvert. Victor se releva. Les effets du mirage l'aidaient énormément contre la douleur due à sa blessure. « Hé, reste à terre !» lui intima l'un des humains. « T'es pas en état de te battre !»« J'ai pété le nez du dernier qui m'a dit ça !» lui répondit Sanders d'un ton assuré. « Mais t'as un trou béant qui pisse le sang !» Victor ricana une seconde, un rire gras et nasal. « Hé, mon ami !» reprit-il sans arriver à cesser complètement son hilarité. « Les femmes aussi ont un trou béant qui pisse le sang, 1 semaine par mois, et c'est à ce moment-là qu'elles sont le plus dangereuses !» Le drogué se mit à rire tout seul au milieu de la fusillade. Celui à qui il s'adressait l'observait d'un air hagard, impressionné par le courage et la volonté du contrebandier, sans savoir que celui-ci était sous l'effet du mirage. « Bon, moi j'y retourne !» Et Victor quitta la planque, poussant un puissant rugissement guerrier, sautant pour retomber sur son flanc juste à côté d'une couchette. Sans regarder, couché au sol, il fit feu à l'aveuglette partout dans la pièce, forçant l'ennemi à se mettre à couvert. Profitant de ce bref répit, il se releva et renversa le lit pour le mettre à la verticale, juste avant de recevoir une volée de balles qui furent arrêtées par la massive structure métallique de la couche militaire. Accroupi, il fit signe à ses équipiers de le rejoindre, ce que certains firent. Usant de ce lit comme d'un muret derrière lequel se protéger, ils firent feu sur l'ennemi. Ils tiraient, se cachaient, attendaient de voir un adversaire se montrer, faisaient feu avant lui. Encore 2 membres de l'unité trouvèrent la mort dans cet échange de coups de feu avant que l'adversaire ne batte en retraite vers la salle suivante. La seconde moitié du dortoir, derrière une porte d'acier. Les défenseurs de Thra n'étaient plus qu'un Sovat, un humain et Sanders qui perdait beaucoup de sang. On entendait la bataille qui faisait rage dans le couloir principal. « Ouvre la porte », ordonna le Sovat à l'humain qui s'exécuta. Sanders d'un côté, le chef de l'autre. À peine l'entrée s'ouvrit telle qu'une rafale lourde trancha le pauvre humain en deux, éclaboussant de sang le visage de Sanders. Alors que la fusillade faisait rage, Victor sentait ses forces le quitter petit à petit. Tout lui paraissait comme ralenti, ses oreilles bourdonnaient et sa vue se troublait. Le Sovat lui donna un ordre, puis se mit dans l'encadrement de la porte pour faire feu, mais fut criblé de balles assez puissantes pour percer son armure lourde, et le corps du puissant homme gris tomba au sol. Les coups de feu semblaient lointains. Victor ne pouvait pas savoir s'il venait de la pièce d'à côté ou du couloir principal. Il observa le corps du Sovat.
Sa ceinture était décorée de grenades. Agissant aussi vite qu'il pouvait, Victor en ramassa une, la dégoupilla et la lança dans l'antre de ses ennemis alors qu'il était à présent seul. Il sentit plusieurs chocs sur le bref instant où il quitta sa planque, comme s'il prenait des balles, mais n'aurait pas été capable de dire s'il était blessé ou non. Il perdait ses sens petit à petit. La grenade explosa violemment, entraînant une détonation mortelle suivie d'un fumigène épais. Victor entra dans la pièce, seul. Profitant de la désorganisation engendrée par l'explosion, il fit feu sur les ombres qu'il discernait à peine dans la fumée, avançant avec la détermination des géants, s'enfonçant dans les rangs ennemis en les tuant alors qu'ils étaient sans défense. Il reçut une balle dans le dos, il la sentit, sans douleur, la traverser avant de ressortir par son ventre. Il fut projeté en avant, manqua de tomber, et se retourna pour tirer sur un bas noir au sol avant qu'il ne fasse feu une seconde fois. La fumée se dissipa. Sanders observa son armure. Plusieurs pièces avaient été arrachées. Celles qui restaient étaient percées, alors que du sang s'écoulait abondamment des trous. Il sentait que respirer devenait difficile. Il fut pris d'une quinte de toux qui expulsa du sang hors de sa bouche. Un message d'alerte retentit dans son communicateur, mais il ne le comprit pas, comme s'il s'agissait d'un écho venu de trop loin pour être entendu. Alors le vaisseau fut pris d'une violente secousse qui fit chanceler Sanders tomber sur le dos. Il comprit que le message était un ordre d'évacuation alors que les équipes de démolition avaient placé leurs charges. La porte devant lui s'ouvrit, laissant passer une armée de bas noirs. Ils passèrent à côté de lui sans lui prêter attention, comme s'il était déjà mort, se dirigeant vers les capsules d'évacuation. Il se releva péniblement. Il lui restait une dernière chose à faire avant de mourir. « Gouverneur, le triangle est en pleine évacuation !» Nolan observait la carte d'un air grave. « Il est trop tard pour ça, avoua-t-il à son conseiller. Notre flotte a été écrasée et plus de 60% de Tra est aux mains de l'ennemi. » Il disait vrai. Sur l'hologramme, on pouvait voir les forces darniennes balayer les chars sauvates qui se battaient en sous-nombre. « Nous avons perdu cette bataille, ajouta-t-il. Entrez en communication avec les Darniens. Nous devons les féliciter. » Un signal apparut au centre de communication. « Gouverneur, nous captons une émission non sécurisée venant du triangle vers le vaisseau central de l'ennemi. »« Bien, captez-la. Les entendre suffoquer sera une consolation avant l'humiliation de ma défaite. » Sur l'écran de communication apparut l'image de Victor Sanders. Son visage était couvert de sang. Son regard était là et il portait un sourire narquois. Il parlait dans la langue de Darn que Nolan comprenait. « Salut, bande de lézards. Juste un message. Pour vous. Pas compliqué de voir que vous avez gagné cette bataille. Vous n'avez pas tout gagné. » Il sortit de sous son armure la petite pyramide, si précieuse clé du dernier temple. Narguant ses ennemis, il la fit balancer. « Dans une minute, le vaisseau sur lequel je me trouve va exploser. Et cette clé avec lui... » Il la posa devant lui et pointa son arme dessus avant de faire feu. On vit nettement le petit objet d'or éclater sous l'impact de la balle. « Vous avez... perdu !» souffla-t-il finalement avant d'éclater de rire. La porte derrière lui s'ouvrit juste avant que la communication cesse. « Conseiller, que faisons-nous » À bord du vaisseau central darnien qui coordonnait les actions de cette bataille, le conseiller Janard qui menait l'assaut n'avait rien raté de la communication de Sanders. « Ordonnez la retraite, répondit-il d'un ton fataliste. « Mais, conseiller, la planète est à nous, nous avons gagné !»« Tra n'a aucune valeur stratégique pour nous. Elle est isolée, située dans un système aux mains des Sovates. Sans pouvoir ouvrir le dernier temple, le Haut Conseil n'enverra pas de troupes pour sécuriser la planète et nous la perdrons dans 2 mois en perdant beaucoup d'hommes. Ordonner la retraite, c'est un ordre. » Immédiatement, l'infanterie darnienne remonta dans les transporteurs de troupes, leur évacuation sécurisée par la flotte alors que les chars Sovates continuaient de faire feu. À bord du Courage, Nolan observait avec soulagement la carte de la planète où l'on voyait l'ennemi quitter le champ de bataille, le feu de la rancœur et de la haine embrasant son regard de vétéran. Sans Victor Sanders, Tra serait aux mains de l'ennemi. Ils se sont montrés plus forts aujourd'hui, mais cette guerre va durer des millénaires. Cela fait des siècles qu'ils se plaignent de l'Empire et chantent à qui veut l'entendre que nous voulons trahir les accords de paix. Et aujourd'hui, alors que nous avons toujours tenu nos promesses pacifiques, c'est eux qui brisent ces accords vieux de 1000 ans. Ils ont déclenché cette guerre et ils ne la gagneront pas. Mais avant, l'Empire va démontrer sa puissance à ces enfoirés de confédérés Xantia et leur montrer qu'ils ont choisi le mauvais camp. Le triangle explosa finalement, provoquant un souffle puissant qui secoua le vaisseau d'évacuation de Tra.
Victor Sanders ouvrit les yeux. On avait retiré son armure. Il était relié à une dizaine de tubes et de perfusions diverses. « Ça va aller, mec !» le rassura un homme en uniforme militaire qui semblait avoir pris ses soins en charge. Des gars de l'équipe d'abordage ont capté qu'une communication partait du triangle avant l'explosion. Ils ont voulu buter les bas noirs qui la lançaient et sont tombés sur toi. Je ne sais pas ce que t'as dit au lézard, mais ils quittent la planète. Sanders sourit sous son masque à oxygène. « Allez, repose-toi maintenant. » Et le médecin lui injecta un produit qu'il fit s'endormir. La bataille de Thra était gagnée. Épilogue. Le Justice survolait le vaste désert proche d'Alexandrie à vitesse réduite. Après 2 semaines de soins, Victor Sanders avait enfin pu reprendre sa vie là où il l'avait laissée. Thra voyait des familles de réfugiés revenir petit à petit à leur foyer, le plus souvent détruit, afin de les reconstruire avec le reste de leur planète ravagée par la guerre. Nolan avait reçu une nouvelle médaille pour avoir tenu bon face à la puissance qu'il avait dû affronter et avait réussi à repousser. L'un de ses discours avait rendu hommage aux héros sovates comme humains, qui avaient donné leur vie vaillamment pour la gloire de l'Empire. Pour lui, c'était un immense pas en avant vers la reconsidération de l'humanité par les sovates, en démontrant leur valeur au combat. L'œuvre de toute sa vie n'était pas terminée, mais il avait accompli un nouvel exploit. Sanders aussi avait reçu une médaille. Plusieurs rapports militaires avaient vanté son courage, sa combativité malgré ses blessures, le fait que c'était lui qui avait permis de prévoir l'attaque des derniers, et lui encore qui avait détruit la pyramide et fait fuir l'ennemi. En remerciement, on lui avait proposé une place dans l'armée, dans le transport militaire pour être plus exact. Il allait devoir voyager dans l'Empire, récupérer du matériel et l'apporter ailleurs. En fait, il allait faire le même boulot qu'à l'époque où il était contrebandier, mais le faire pour l'armée. Ça lui semblait bien bizarre de devenir militaire, mais avec le grade et le salaire d'un capitaine, le commandement d'un large vaisseau, 50 hommes sous ses ordres et la satisfaction d'emmerder Darn, il avait accepté. Tout de même, il avait demandé 1 semaine avant de prendre son service, une demande qui avait été acceptée. Coordonnées 24 degrés 24 minutes 18.7 secondes nord, 27 degrés 44 minutes 45.4 secondes est atteinte. Sanders diminua son altitude et atterrit dans le sable. Il sortit la pyramide de sa poche. Son ami, l'orfèvre asiatique, avait fait du bon travail. La fausse pyramide était si semblable à l'original que les derniers n'avaient pas vu la différence lorsque Sanders l'avait détruite. Victor lança un scan des environs qui révéla un vide dans la masse rocheuse sous le sable, relié à la surface par un long tunnel menant à une montagne plus à l'est. Sanders s'y rendit. Un nouveau scan lui indiqua la position exacte de l'entrée du tunnel. L'émissaire d'Arnien le lui avait dit. Ce temple était rempli d'objets à la valeur inestimable, et seul Sanders connaissait son emplacement et savait que la clé n'avait pas été détruite. Il pouvait très vite devenir milliardaire et pourrait alors disparaître du système et fuir la guerre. Mais si le temple était vide, il avait sa place de capitaine dans l'armée de l'Empire. Il posa le Justice dans le creux de la montagne et en descendit avant de s'enfoncer dans la caverne. Les murs étaient lisses et polis, et le sol taillé comme un escalier dans la roche, rendant la progression de Victor très simple une fois sa lampe allumée. Il avança un peu plus d'1 demi-heure avant d'arriver devant une massive porte métallique fusionnée à la montagne. Sanders l'observa un instant, mais trouva assez vite un creux de forme triangulaire. Il y plaça la pyramide qui s'enfonça dans la porte métallique, enclenchant un mécanisme bruyant qui fit trembler toute la montagne, entraînant des chutes de poussière du plafond. L'entrée s'ouvrit lentement, dévoilant une immense salle baignant dans une mystérieuse lueur bleutée, aux murs décorés de fresques et d'inscriptions inconnues. Victor entra. La lumière semblait provenir du centre de la pièce. Il s'en approcha. Il entendit alors une voix, celle d'une femme. « Bonjour, Victor Sanders. Je suis la déesse de Thra. » C'était la même voix que celle qu'il entendait dans ses rêves. Fin. Les musiques utilisées dans cet épisode sont Suspense par Matti Palanen, TV Drama par Jason Shaw, Tension par Matti Palanen, Epic par Matti Palanen, Enemy at the Gates par Matti Palanen, Aggressive par Matti Palanen, Trailer par Matti Palanen et Trailer 2 par Matti Palanen.